Bonsoir Monsieur le maire, Bonsoir. bonsoir Julien Luyat. Merci de nous accueillir dans votre ville de Firminy, dans vos locaux, dans votre belle salle de mariage. Ma première question, elle est toute simple, c'est est-ce qu'on se prépare à devenir maire un jour? Je ne sais pas si généralement on se prépare. En tout cas, moi personnellement, je pense que oui, un petit peu. C'est issu de l'hérédité, je dirais. Moi, j'ai eu des parents qui se sont beaucoup impliqués pour la cause publique, qui ont été élus aussi à Firminy ou à Unieux, dans une commune voisine. Et donc, bien sûr, comme je dis souvent, les pommes ne tombent jamais bien loin du pommier. Ouais. Et donc, moi, j'ai grandi dans les réunions publiques, dans les permanences de campagne, parce que mes parents étaient des militants. Et donc, ça a dû me formater un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai travaillé aussi derrière comme assistant parlementaire. J'ai jamais été bien loin de la cause élective. Et aujourd'hui, je me suis présenté. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une part d'hérédité, d'éducation dans tout ça. Et puis, je dirais que la notion d'intérêt général, la notion de service public, c'est des notions qui m'ont toujours beaucoup parlé et pour lesquelles je me suis toujours impliqué. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent délégué de classe. J'ai toujours été très enclin à parler au nom des autres, à représenter les autres. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, quelque part, oui, je me suis un petit peu préparé, alors même si c'était pas un plan de carrière très défini, mais c'est vrai que c'est une fonction qui m'a toujours fait rêver et je suis aujourd'hui très fier d'être arrivé à cette fin-là avec toute mon équipe. Voilà. Et c'est vrai qu'autour de moi aussi, j'ai des gens qui ont été souvent présidents d'associations, dans des fonctions électives aussi. Donc, effectivement, on est un peu formaté, un peu préparé à cette fonction-là. Et oui, c'est quelque chose qui est vraiment issu de mon passé, de ma vie personnelle. Oui. Si on fait un petit retour en arrière, si on se projette, si on retourne sur le mois de mars à juin, comment vous l'avez vécu, cette élection municipale qui était quand même spéciale? Parce que premièrement, il y avait un climat un peu bizarre à Firminy, des gens des mêmes côtés qui étaient les uns contre les autres. Mmh. Et puis il y avait cette histoire de Covid. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que dès le départ, vous êtes dit, il va se passer quelque chose? Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que ça a été une élection particulière, mais bon, je pense que dans de nombreuses communes. Alors effectivement, dans Firminy, on avait ce contexte particulier avec de nombreuses listes, avec des antagonismes forts entre certaines listes et même parfois des choses qui allaient vraiment sur des oppositions assez frontales. Et c'est vrai que dans d'autres communes, et pourtant des communes importantes, on va dire Saint-Étienne Métropole, il y avait parfois même qu'une seule liste en compétition. Et c'est vrai que nous, à Firminy, il y avait beaucoup plus de concurrence, avec effectivement un climat qui était parfois un petit peu délétère. Mais globalement, c'est une élection aussi, donc il y a de la concurrence, il y a aussi beaucoup de contradictions entre nos projets, et effectivement, ça a été une période un petit peu dense, et puis surtout très longue, et c'est ça qui a aussi nous a provoqué certaines difficultés. C'est que habituellement une élection, on a un temps de campagne déterminé, on a une semaine ou 15 jours entre les deux tours en fonction de l'élection, donc c'est vrai que c'est assez cadré, et là on a eu un délai qui a été tellement long, avec une incertitude sur quand allait se tenir le deuxième tour. Donc c'est vrai que ça a été une période assez trépidante, parce qu'il fallait à la fois essayer d'affirmer notre projet, de répondre à certaines stratégies, et puis à la fois on observait très régulièrement l'évolution de la situation, tant sur le plan sanitaire que sur le plan, je dirais, administratif, sur le plan des institutions, savoir quand est-ce que cette élection allait être organisée, dans quel contexte elle allait être organisée. Donc on avait aussi une incertitude qui est assez déstabilisante sur l'aspect psychologique, parce que on prévoit des choses, on a un planning, et ce planning, il est souvent mis à mal par des décisions qui tombent d'en haut, qui viennent de l'État. Et donc c'est vrai qu'on avait cette part d'incertitude qui nous contraignait quelque part dans l'organisation de cette élection. Mais au final, on est resté très fidèle aux idées qu'on a développées, et surtout à notre équipe. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qu'on a montée de manière vraiment pluridisciplinaire, en essayant de trouver des compétences avant de trouver des étiquettes politiques. On a vraiment travaillé sur les compétences, parce qu'on avait aussi, je dirais, l'expérience de notre mandat dans l'opposition. Ça nous a permis de savoir exactement dans quel domaine il fallait vraiment affermir l'équipe, avec vraiment trouver des profils types, parce qu'on savait que c'était des problématiques importantes pour la commune.
que ça soit sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'aspect environnemental. Il a fallu trouver des gens qui avaient des compétences à apporter. Et je pense que cette espèce d'élan de renouveau mêlé à une compétence qu'on a affirmée tout au long de cette campagne, c'est ça aussi qui a provoqué ce changement, qui a provoqué un peu cet électrochoc. Et au final, avec quand même un écart qui a été significatif entre notre liste et les autres. Et on est très heureux que en fait, nos arguments, nos idées, nos projets et cette envie de changement, eh ben, elle est reçue l'aval de notre population. Et ça nous a donné beaucoup de force et beaucoup de sens des responsabilités aussi. On a vraiment senti que les Aplous avaient envie que ça change. Et aujourd'hui qu'on a provoqué ce changement, ben, ça nous donne de grosses responsabilités. Et donc ça nous force à agir rapidement et à essayer de trouver des solutions, notamment par rapport aux urgences de la commune, quoi. Vous n'avez pas eu peur à un certain moment que cette élection, elle soit annulée ou reportée au calendrier grec? Au sort du premier tour, on est dans une dynamique, oui, et on dit finalement le deuxième tour ne va jamais arriver. Ah ben, il est clair que vu la dynamique qu'on avait provoquée au premier tour, ceux qui avaient le plus à perdre d'une élection reportée au calendrier grec ou même annulée pour refaire tout du début, c'était notre équipe. Après, je dirais peur, non, parce que moi, enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez serein. Je savais que c'était des décisions sur lesquelles on n'avait pas prises. Et donc, de ce point de vue-là, c'est comme les grosses organisations de la commune. On les fait comme s'il n'y avait pas de pandémie, quitte à après, voilà, adapter en disant, bon, ben, l'organisation est calée, mais la pandémie actuelle ne nous permet pas de finaliser. Ben là, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a tout préparé, tout calé, comme si les élections allaient se tenir le lendemain. Et au moins, on était prêts et on attendait justement les dates officielles, mais assez sereinement. Voilà, on s'est dit, ce qu'on a provoqué au mois de mars, il n'y a pas de raison que ça ne perturbe pas dans le temps. Et donc, on a continué à être très présent sur le terrain pour pas que, voilà, on sait que parfois, on passe rapidement, on est dans un monde où on zappe rapidement d'une chose à l'autre. Donc on a continué à faire un gros travail de terrain pour rester présent dans l'esprit de nos concitoyens. Et d'un autre côté, eh ben, voilà, on a continué à affirmer nos idées, notre projet qui a assez peu évolué. Il n'y a pas eu de tractation entre les deux tours avec la liste qui vous a plus ou moins soutenu? Oui, alors non, il n'y a pas eu de tractation, il y a eu des discussions, hein, ça c'est certain. Mais en fait rapidement... moi, c'était vraiment ma position, mais j'observais que M. Bourbon, dont il s'agit, était à peu près sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y avait une défiance par rapport à la cause politique. Aujourd'hui, nos concitoyens ont une confiance très mesurée en les personnes qui les représentent. Et donc, fort de ce principe-là, on s'est dit, si on commence à provoquer une forme de tambouille politicienne, on associe les listes, voilà, on n'était pas d'accord la veille et le lendemain on se met tous dans la même liste, voilà, ça avait aucune cohérence. Et on s'est dit si on part... C'est un effet négatif. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on s'est dit si on part sur cette optique-là, on va droit dans le mur. Donc ce que nous avions conclu, c'est que la liste qui était le mieux placée au soir du premier tour, s'il y avait un écart significatif, eh ben, la deuxième liste se retirait sans contrepartie et soutenait la liste qui s'était qualifiée. Et c'est ce qui s'est passé. M. Bourbon s'est retiré. Il ne m'a rien demandé en échange. Il n'a pas essayé de négocier quoi que ce soit. Et de ce point de vue-là, ça s'est passé totalement bien et j'aurais fait la même chose dans le sens inverse et il m'a apporté un soutien sans faille et aujourd'hui j'hésite pas à avoir des contacts avec lui quand je sens que sur un dossier il peut m'apporter un éclairage. D'ailleurs voilà, je rencontre la semaine prochaine un porteur de projet intéressant qui veut installer une entreprise sur Firminy. En plus, une entreprise qui a trait aux nouvelles technologies. Je sais que monsieur Bourbon, de par son passé d'expert comptable, a une grosse expérience sur justement ce montage d'entreprise, notamment en lien avec tout un réseau de PME. Donc, il peut avoir un éclairage intéressant dans ce dossier. Donc, une fois que j'aurai vu ce chef d'entreprise, je n'hésiterai pas à faire appel à lui si j'en ressentais le besoin. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille pour faire avancer nos dossiers. Justement, entre les projets du programme et la réalité du terrain aujourd'hui, est-ce que concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter de plus ou de nouveau aux Aplous? Déjà, j'essaye d'apporter une forme de dynamisme en faisant les choses différemment.
Parce que, sans juger de ce qu'a fait M. Petit ou de ce qu'il n'a pas fait, mais après 12 ans de mandat, on n'a plus, et avec une équipe qui ne s'était pas beaucoup renouvelée ces 12 dernières années, donc en fait, on retrouvait quasiment les mêmes élus, certains qui siégeaient même du temps de M. Houtin ou de M. même Théo Vialmassa pour quelques-uns. Donc on sentait que cette équipe, elle était à bout de souffle. Et donc sur les dernières années, moi qui siégeais dans l'opposition, je voyais bien que, bon, hormis Monsieur Petit, qui était quand même, voilà, qui était dans une forme de maîtrise des dossiers, et qui était, voilà, quand même quelqu'un qui agissait, derrière lui, il y avait plus cette forme de dynamisme. Et donc, il fallait renouveler les idées. Et ça, c'est même pas attrait à la politique. C'est juste que, voilà, après 12 ans de mandat, on n'a plus la même vitalité que quand on démarre. On rentre dans une forme de ronronnement et d'habitude qui s'était prise. D'ailleurs, on l'a observé, qu'il y avait plus tant de renouvellement des idées. Et donc, c'est ça qu'on a apporté déjà. Et je le vois avec, par exemple, les agents de la ville de Firminy. On voit qu'on travaille différemment et qu'eux s'en rendent compte depuis ces dernières semaines. Et donc, ils essayent de se mettre à notre diapason aussi, d'envisager le travail sur un degré différent. Et donc, ça amène ça une forme de renouveau des idées, un renouveau des modes de gestion dans la mairie. Et j'essaye de mettre en place une participation plus active des services et plus active, je dirais, dans la proposition. Parce que, voilà, les idées, c'est pas que les élus qui peuvent les amener sur la table, et donc pour ça, il faut faire confiance aux techniciens qui, eux aussi, ne sont pas que des exécutants et qui peuvent aussi, dans la stratégie, prendre toute leur place. Et donc c'est ça que j'essaie d'amener. J'essaie d'amener ce nouvel élan au niveau de la ville. Et puis après, il va y avoir la mise en place des projets qu'on a déterminés pendant la campagne, qui vont aussi, je l'espère, faire rentrer la ville un peu dans une nouvelle ère, notamment sur les questions d'urbanisme, sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation. On veut provoquer des changements sur aussi cet aspect social. Je veux, voilà, renouveler ce qui se passe dans mes centres sociaux. Je voudrais qu'on retrouve plus d'allant sur la médiation sociale, que les centres sociaux ne soient pas juste des lieux de consommation d'activités, mais qu'ils aient aussi une vraie prise sur le quartier. Pardon ? De la participation ? Oui, voilà, et puis qu'ils soient vraiment partie prenante de ce qui se passe dans les quartiers, qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain. Donc on va essayer de provoquer ce changement-là avec notre élu qui est en charge de ces questions. Et voilà, et donc sur tous les aspects de gestion qu'a prendre en charge une municipalité, on essaye d'amener un regard différent et une nouvelle manière d'agir. Avant de passer au sujet un peu technique, juste une question politique. Vous êtes aux Républicains. Oui. Vous gagnez une mairie qui est communiste. Est-ce que quand on arrive, on vire tout le monde, on met un grand coup de balai, on met ses équipes, ou alors on s'adapte, on regarde un peu si tout le monde est bien à son poste? Comment ça se passe là aussi? Je dirais que cet aspect-là, le nouveau maire qui arrive, surtout quand il est d'une étiquette différente, voilà, c'est la chasse aux sorcières, le grand coup de balai. En fait, c'est un peu une légende urbaine, parce que ça n'existe pas vraiment dans les faits. Vous savez que dans une municipalité, dans une collectivité, 80% des agents qui sont aujourd'hui avec nous sont des fonctionnaires. Ils sont protégés par des statuts. Donc, de facto, vous ne pouvez pas, comme ça, arriver et virer tout le monde. En plus, ce n'était pas du tout notre volonté, parce que moi, je constate que les agents de la ville, c'est quand même avant tout des fonctionnaires qui sont très en prise sur ce qu'est la fonction publique, c'est-à-dire le service à la population. Eux, quelque part, que les élus soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, c'est pas leur problème. Ils sont là pour... Ils sont au service de la ville. Voilà, ils sont au service des APLOU. Et je constate que tout de suite, tout le monde s'est mis au diapason, à essayer de comprendre aussi l'élan qu'on voulait créer, notre manière de travailler. Et je vois qu'ils essayent tous de s'adapter à cette situation. Alors on a fait évoluer un poste quand même, qui était le poste principal, le poste de directeur général des services, où là j'avais besoin d'avoir à mes côtés, alors c'est pas tant politique, j'avais besoin d'avoir à mes côtés quelqu'un en qui je pouvais avoir toute confiance. Et le directeur général des services qui était là à Firminy, c'est quelqu'un que je connaissais peu, et donc cette confiance, c'est quelque chose qui ne peut pas comme ça s'induire, c'est quelque chose qui se forme avec le temps. Il faut du temps pour avoir confiance en quelqu'un et pour pouvoir vraiment lui confier des choses importantes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix
d'évoluer sur ce poste-là en mettant quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai des habitudes de travail, qui correspond en tout en termes de grade, de fonction, de cadre d'emploi. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui je peux me livrer plus facilement, avec qui je peux travailler vraiment en toute liberté, sans avoir la contrainte de devoir s'apprivoiser avec quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais peu. Donc, et c'est un rôle tellement pivot dans une mairie, le poste de DGS, c'est tout à fait normal, que voilà, il fallait faire évoluer à ce niveau-là. Mais ça a été le seul, parce que même, je dirais, mon assistante qui gère les courriers que je fais, mon agenda, et puis qui est avec moi régulièrement et qui est au courant de tout ce qui se passe et des choses un peu stratégiques, puisqu'elle est dans le bureau d'à côté du mien et qu'on a un lien régulier, c'était l'assistante de Marc Petit. Et donc on est dans la continuité au niveau des effectifs. Il n'y avait pas de raison, c'est quelqu'un de très compétent, c'est quelqu'un en plus qui a une personnalité qui me plaît, qui est quelqu'un d'assez avenant, qui tout de suite est dans le contact, dans le lien. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais fait... Et puis quelque part, alors ça c'est aussi quelque chose qui m'est un peu personnel, je ne suis pas là pour je dirais, mettre sans dessus-dessous la vie des gens. Et ces personnes-là, leur travail au sein de la ville de Firminy, c'est leur vie, c'est leur famille, c'est leur gagne-pain, il y a tout un tas de répercussions derrière. C'était juste une question technique. Oui, non mais voilà, mais généralement beaucoup de gens se la posent et la posent pas. Donc mais vous avez bien fait de la poser parce que c'est une question très intéressante et moi, j'étais bien partie prenante de ça. Alors effectivement, que si j'avais ressenti chez un agent vraiment une opposition à toutes nos propositions, à notre désir d'évolution, et que j'avais senti derrière cette opposition un aspect un peu politique, oui, là on aurait sans doute pris des décisions, mais j'ai pas ressenti ça chez aucun agent de la ville, et donc c'est pour ça qu'on a agi dans la continuité à ce niveau-là. Quand on parle de Firminy, il y a le premier mot ou la première idée qui vient, c'est la vogue des Noix. Oui. Comment vous l'avez vécu cette annulation ? Eh ben, ça a été un moment très difficile parce que moi, je suis un Naplou et je suis né ici, j'ai grandi ici et la Vogue, c'est quelque chose pour moi, pour toute la région, les Naplous, pour toute la région. Et c'est vrai que donc c'est un peu ce que je vous indiquais tout à l'heure. Quand on est arrivé à la sortie de l'été, au mois d'août, on savait que fin août, c'était la deadline, la date limite pour remettre notre dossier d'organisation à la préfecture pour les manifestations de grande ampleur. On savait qu'on avait un virus qui nous tournait autour de la tête, mais à l'époque, les chiffres étaient encore restreints. On était sur plutôt une phase descendante. À la sortie des vacances et du confinement, on était encore sur une phase plutôt positive. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille à l'organisation. Quelle que soit la situation sanitaire, on verra ce qu'on aura au mois d'octobre, mais en attendant, on ne peut pas arriver début octobre et dire tiens, finalement, le virus a été plus ou moins contrôlé, donc on pourrait organiser notre Vogue, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il fallait qu'on s'y prenne. Voilà. Donc on a monté notre dossier, on a mis en place les contraintes sanitaires, on avait fait des zonages pour éviter vraiment qu'il y ait un brassage trop important de population, avec des limites sur chaque zone, et je vous parle de ça fin août, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune obligation de mettre des contraintes si fortes fin août, mais déjà à l'époque, on s'était dit la Vogue est un lieu de brassage, donc il faut faire très attention, même si la situation sanitaire était plutôt correcte. Déjà à l'époque, on avait mis des contraintes fortes. Après est arrivé le mois de septembre, et sont arrivés les arrêtés préfectoraux de plus en plus contraignants, avec en plus, mais c'est pas des arrêtés qui tombaient comme ça, hein, c'est que la situation sanitaire était de plus en plus dégradée, avec des chiffres sur les deux critères qui sont le taux de positivité et le taux d'incidence qui sont de plus en plus importants. Hier, on avait une réunion téléphonique avec Madame la préfète. Elle nous a quand même indiqué un taux d'incidence sur Saint-Étienne Métropole de 560 à peu près. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas retenu. Ouais, je crois que c'était à peu près 560 cas sur 100 000, alors que la moyenne départementale n'est même pas à 200. La moyenne nationale, pardon. La moyenne départementale est à 450 à peu près, ce qui est déjà beaucoup. La moyenne nationale est à peu près à 200. Et nous, sur Saint-Étienne Métropole, on est à 560. Donc voilà. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit, 15 jours à peu près avant le début de la Vogue, on s'est dit, bon, maintenant, il faut poser une décision. On y va ou on n'y va pas. Et on ne voulait pas poser cette décision la veille du début, où ça nous aurait provoqué beaucoup de désarroi aussi sur place. Et puis en plus, en même temps, voilà, les forains, c'est quand même pas des pions qu'on peut comme ça déplacer comme on veut. Donc je voulais une décision le plus en amont possible pour qu'ils puissent un peu s'organiser dans leur vie personnelle.
Et donc, 15 jours avant, on a pris ce choix d'annuler la vogue. Mais bon, je pense que l'évolution du virus nous a donné amplement raison. Mais ça a été difficile parce que cette vogue... ça doit être compliqué quand même. Eh oui, parce que quelque part, on parlait de l'hérédité, de l'éducation, de la préparation d'être maire. Quelque part, mon premier corso en défilé avec toute mon équipe municipale, c'était un truc dont j'ai dû rêver quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai que de devoir l'annuler, ça a été un crève-cœur. Mais quelque part, on n'avait pas le choix. Il fallait se montrer responsable, il fallait se montrer à la hauteur de la pandémie qui touche ce pays et qui touche durement notre région. Justement, c'était la seule option. Ce samedi, on passe donc en couvre-feu. Oui. Par rapport à Firminy, qu'est-ce qui va changer? Comment ça se passe? Les équipes de police vont être renforcées. Qu'est-ce qui se passe concrètement là aussi pour les Appelous? Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai un peu exprimé hier à Madame la Préfète lors de notre réunion. Je leur ai dit, voilà, il faut adapter les consignes nationales, donc voilà, mais après, il faut les faire respecter surtout. C'est bien de poser des arrêtés, de poser des règles de plus en plus contraignantes, mais si on ne les fait pas respecter, bon, bah déjà, premièrement, on n'est pas bon sur la protection sanitaire, puisqu'on a des gens qui ne respectent pas les mesures barrières, enfin, c'est une part... je dirais, qui est pas majoritaire, heureusement, mais bien loin de là, qui est quand même minoritaire, mais qui est quand même importante. Et donc, il faut vraiment faire respecter ces règles, et notamment le couvre-feu. Et si on n'a pas un renfort de police significatif, eh bien, en fait, sur le point de vue symbolique, alors je parlais tout à l'heure de la contrainte sanitaire, mais sur le point de vue symbolique, on n'est pas bon non plus. Ça veut dire que l'État français n'est pas en mesure de faire respecter ses propres injonctions. Et ça, c'est quand même assez terrible. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il va falloir vraiment s'organiser. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'étais en lien encore cet après-midi avec le directeur départemental de la sécurité publique, c'est-à-dire le patron des policiers dans la Loire. Et je lui indiquais, bien sûr, que samedi et tous les autres jours de la semaine, nous étions prêts, avec notre police municipale, à nous organiser en termes de décalage d'horaire, en termes de récupération, pour pouvoir avoir une équipe opérationnelle sur la fin de journée, à partir de 20h, 21h, pour aider la police nationale, et voire même la gendarmerie, puisqu'il m'indiquait qu'on allait avoir peut-être des renforts de gendarmerie aussi sur le... Enfin, c'est pas peut-être, on va avoir des renforts de gendarmerie sur le territoire métropolitain. Après, je suis pas certain que ces renforts de gendarmerie soient sur Firminy, mais il est clair qu'on aura des équipages en soirée et que notre police municipale est prête sur mon injonction, est prête à venir épauler le dispositif parce qu'il faut vraiment le faire respecter sur l'aspect symbolique comme sur l'aspect sanitaire. Là aussi, on va se changer des horaires, on va un peu bouger les choses pour que les Appelous aient une vie un peu plus facile. Ben oui. Les horaires de la mairie, par exemple, les commerces, on va changer des choses. Comment ça se passe? Je pense. Alors sur les commerces, vous savez, dans nos villes périurbaines, à 21h, les commerces, on aurait eu le problème avec notamment les bars, mais ils sont déjà fermés. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas trop de contraintes. Mais nous, après 20h, 20h30, hormis sur une ou deux petites supérettes, épiceries de centre-ville un petit peu, qui arrivent à rester ouverts un peu tard, ça ne va pas contraindre beaucoup de commerces, le couvre-feu. Par contre, voilà, il faut vraiment qu'on le fasse respecter. Et c'est ce que j'ai insisté auprès des forces de police, c'est le faire respecter partout. C'est-à-dire que c'est bien de venir patrouiller en centre-ville, où là, on a quand même une quasi-unanimité des gens qui portent ce masque, qui font attention. Respectent les règles. C'est bien d'aller dans les quartiers périphériques, où là, on se rend compte qu'il y a quand même... Et surtout après une certaine heure, où là, on a un relâchement sur les mesures barrières. Et c'est là qu'il faut les faire respecter, parce que c'est là aussi où il y a beaucoup de brassage de population. Et donc, il faut être dans l'efficacité. Et pour être dans l'efficacité, il ne faut pas fermer les yeux sur certains comportements. Et il faut justement être exemplaire partout. Et donc, j'espère qu'on pourra mettre ça en place. Et en tout cas, nous, on a envie de s'y impliquer à 100% parce que j'ai envie de voir ma vie reprendre. Enfin, pas la mienne, je veux dire celle de ma commune. J'ai envie de voir les bars réouvrir. Et pour ça, il n'y a pas que 56 solutions. Il faut casser cette courbe de contamination. Et pour casser cette courbe des contaminations, pour réduire cette avancée du virus sous les codes d'alerte, il faut porter son masque, il faut faire attention aux gestes barrières, il faut se laver les mains. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui nous permettra de retrouver une vie normale. Et pas tant, si je suis très franc avec vous, pas tant dans cette contradiction permanente qu'on ressent aussi chez certains de nos concitoyens par rapport aux mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Alors moi, si vous l'avez dit, je suis plutôt un homme de droite.
En marche ou pas en marche, c'est pas la question. À un moment donné, les gouvernants s'adjoignent, s'associent avec le comité scientifique, avec des experts, avec des gens qui ont quand même une expérience, une expertise, des épidémiologistes, des virologues, des gens qui ont quand même un éclairage à apporter. Une fois que ces réunions sont faites, que je pense que pour prendre une décision d'un couvre-feu, ils n'ont pas décidé ça entre la poire et le Dijon, quoi. Ils ont vraiment, ça a dû être de nombreuses discussions. Une fois que que la décision est posée, je dis, il faut tout mettre en œuvre pour qu'elle soit respectée, parce que c'est ça, voilà. Après, je comprends les incohérences de certaines décisions, tout ça, mais j'aime pas tant les commenter, parce que je trouve que déjà, on est sur une société française très fragmentée, où on sent vraiment que c'est le maire du Chambon-Fégerolles qui disait on sent que le couvercle de la cocotte minute est prêt à sauter. Ça fait des mois qu'on l'entend par tous oui, les élus. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il disait ça dans une réunion. De toutes les communes, on l'entend. Hein. Oui, effectivement. Donc, et je me dis que si les élus commencent eux aussi à dire ouais, mais là, ça, c'est pas normal. J'entends même des élus sur Marseille qui appelaient à la désobéissance civile. Mais enfin, je me dis, ces élus-là, ils ont perdu tout sens commun. Donc, non, mais c'est un peu aussi le problème des réseaux sociaux. On dit tout et n'importe quoi. Moi, je voulais vous poser une question justement par rapport à la santé. On parle beaucoup en ce moment des lits qu'on a supprimés de réanimation et toutes ces choses-là. Quand on est maire d'une commune comme la vôtre, est-ce qu'on a un pouvoir pour bloquer ou changer un peu les choses? Un peu aussi pareil pour les effectifs de police. Ben, le pouvoir qu'on a, c'est de se montrer offensif sur les questions, c'est d'utiliser les médias, d'utiliser le conseil municipal, d'utiliser toutes les caisses de résonance pour essayer de faire avancer une situation. Alors, on le fait pour les effectifs de police. On le fait aussi sur l'hôpital, hein, concrètement, quand on avait eu une fermeture du service des urgences un été parce qu'on avait eu des difficultés par rapport aux médecins qui étaient en sous-effectif et donc ça avait entraîné une fermeture du service des urgences pendant l'été à Firminy. Bon, on s'était mobilisé, mais c'est vrai que les élus sur ces structures-là, alors les élus locaux, j'entends, ont un rôle quand même très indirect. Avant, par exemple, vous prenez le maire de la commune de Firminy, était président du conseil d'administration de l'hôpital. Aujourd'hui, il ne siège plus qu'au conseil de surveillance. Donc déjà, son rôle administratif a été amoindri sur ces structures-là. Et en plus, aujourd'hui, vous savez que l'hôpital de Firminy, par exemple, pour parler de notre situation locale, il ne fonctionne pas seul dans son coin. Il appartient au groupement hospitalier de territoire, et donc les décisions se prennent vraiment sur une échelle beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que les élus, même si on siège aussi dans ces instances-là, ben, notre rôle s'est un petit peu dilué, mais il n'empêche pas moins qu'on continue à se battre. Et puis en plus, ce qu'il faut, surtout si on veut peser sur ces questions-là, c'est être dans une relation de confiance avec les gens qui dirigent ces structures. Et moi, je suis Monsieur Martinat, le directeur de l'hôpital de Firminy, était en mairie encore il y a 2-3 jours. On essayait d'échanger sur justement l'hôpital qui a déclenché le plan blanc, après le 2e degré du plan blanc. Donc à chaque fois, on essaie d'échanger sur ces annonces-là pour qu'on puisse nous aussi préparer notre population. Et on est une caisse de résonance quand même forte, donc on communique sur ces questions-là. Donc si on veut peser, il faut être, et bien évidemment, que ça soit le commissaire de police du commissariat de Firminy, que ça soit le directeur de l'hôpital, ils m'alimentent aussi. Et ils me disent, par exemple, alors c'est pas le cas à Firminy, parce que on est dans une structure où quand même on arrive à avoir sur le management assez peu de disparités et on arrive quand même à fonctionner de manière à peu près cohérente, et même si on manque aussi de personnel, on manque de moyens, mais pour l'instant ça fonctionne à peu près. Et donc quand il y a un cas de faiblesse, il m'appelle parce qu'il sait que par les liens qu'on peut avoir avec d'autres élus, par les liens d'amitié que j'ai avec Dino Cinieri, avec des députés, des sénateurs, je peux faire remonter ces problématiques-là au niveau national. Donc notre rôle, il se situe essentiellement là. Il est plus tant dans les organes de gestion, il est plutôt dans les organes de représentation et aussi au niveau national pour faire remonter les difficultés de notre territoire. Sans s'éloigner de Firminy, j'ai vu que vous étiez aussi depuis quelques semaines, donc vice-président de métropole. Vous avez en charge notamment les rivières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce rôle ? Oui, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est vrai que pour moi, ça a été une découverte, hein, parce que c'est vrai que là, vous parlez à quelqu'un qui avait pas une connaissance technique très, très profonde de cette problématique-là. Alors, mes connaissances se sont affirmées parce que je suis un besogneux un peu. Donc, quand Gaël Perdriau m'a confié cette délégation, j'ai potassé, j'ai beaucoup... Ça se passe comment, là? C'est vous qui demandez ou alors vous demandez rien, on vous pose le projet sur la table là? C'est une discussion.
discussion, c'est-à-dire que bon, bah, Gaël Perdriau, bon, bah, j'ai des liens d'amitié avec lui, on a une proximité politique aussi, et moi j'ai pas peur de l'affirmer parce que je vois que Gaël Perdriau essaye de codifier, je dirais, de représenter un peu une aile qui m'intéresse fortement, cette aile de centre-droit, ce qu'il a appelé un peu cette droite gaulliste, voilà, qui me parle beaucoup. Et moi, je vois bien qu'on peut pas être aujourd'hui de droite et occulter les questions sociales parce qu'effectivement, elles sont au cœur de notre société. Et donc, il faut aussi qu'on soit très au fait de cet élan-là. Et moi, je suis d'une droite à teinte de centrisme un petit peu. Et je trouve que ce qu'essaye de codifier Gaël Perdriau va dans ce sens-là, et donc moi ça m'intéresse. Et puis il y a cette proximité de territoire qui fait qu'on peut agir ensemble sur certaines questions. Donc quand je rencontre Gaël Perdriau pour parler de Saint-Étienne Métropole, c'est pas un entretien d'embauche. On se connaît, on se côtoie, on s'apprécie. Donc ça a été une discussion tout à fait cordiale. Il m'a dit voilà, il y avait le fait que j'étais un nouvel élu. En plus, je pense que je suis arrivé sur la fin, c'est-à-dire que de nombreux élus étaient des vice-présidents du précédent mandat, d'autres avaient été élus dès le premier tour au mois de mars. Donc moi, voilà, j'arrivais sur la fin, donc il y a eu cette discussion. Je lui ai fait part d'une envie de vouloir agir dans un domaine particulier. Je pense qu'il y avait eu des tractations et que cette place n'était pas disponible. Et donc, il m'a proposé cet élément-là, ce qui m'a un peu surpris au départ parce que je n'avais pas du tout envisagé. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et à partir du moment où on me confie quelque chose, j'en ai fait comme un objectif. Je me suis dit, bon, ben là, on te confie quelque chose de nouveau, quelque chose auquel tu t'attendais pas. Donc, c'est aussi un test, quelque part. C'est aussi moi, je le prends un peu comme ça. C'est-à-dire... je suis un jeune élu, on ne connaît pas encore ma capacité à gérer, ma capacité à me réinventer. Donc, eh ben, quelque part, je vais pouvoir prouver que sur une délégation sur laquelle je n'ai pas de connaissances techniques très approfondies, ben, je vais être un élu qui va compter, un élu impliqué. Je vais à Saint-Étienne Métropole toutes les semaines, alors à des échéances régulières. Et puis en même temps, c'est vrai qu'être vice-président aux Rivières, c'est aussi être beaucoup sur le terrain, puisqu'il faut aller concrètement sur les berges des rivières, voir un peu l'évolution des projets. Et je pense que à travers ces délégations, alors bien sûr, il y a la gestion des rivières et des milieux aquatiques, mais je pense que la problématique majeure de cette délégation-là, ce sont les risques d'inondation. Donc on appartient maintenant à un réseau qui s'appelle le réseau GEMAPI, qui est un réseau national, avec une taxe qui a été d'ailleurs qui a été créée à l'échelle nationale, justement pour l'entretien des rivières et des édifices type barrage par exemple, mais dans le cadre des risques d'inondation. Et donc je prends pied dans tous les projets que la métropole mène dans ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre parce que les risques d'inondation sont importants sur notre territoire. On voit notamment sur la vallée du Gier où on n'a eu pas beaucoup de problèmes ces dernières années. Et donc, vu que ça devient un enjeu majeur avec le réchauffement climatique, en fait, si vous voulez, on a moins de... Est-ce qu'on a vu du côté de Nice Oui, voilà, on l'a vu. Alors, c'est vrai que sur ces événements Cévenol, c'est vrai qu'on a eu des gros dégâts. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a moins d'eau, mais que les épisodes sont plus brefs, mais beaucoup plus violents. Plus intenses. Et donc, vu qu'en plus, on est sur un réseau de rivières assez torrentiel dans notre région, avec des petits cours d'eau, mais qui passent d'un débit faible à un débit fort en assez peu de temps, on n'est pas comme, vous voyez, par exemple, la Seine. Il y a des crues sur la Seine aussi, mais elles sont plus facilement maîtrisables parce que l'eau monte progressivement. Alors que nous, ça monte d'un coup et là, ça provoque des dangers. Donc on a de multiples projets sur Saint-Chamond, sur la Grand-Croix, sur Saint-Étienne. J'étais ce matin même au barrage du Gouffre d'Enfer. Et je peux vous dire que dans le cadre de la préservation de la ville de Saint-Étienne contre les risques d'inondation et les crues, eh bien, on a tout un réseau. Ça part du Gouffre d'Enfer, ensuite ça descend sur la vallée du Furan et la vallée du Furet, notamment aussi à côté. Et là, on a des projets en cours dans le cadre de ce qu'on appelle un PAPI, un plan de préservation des inondations. Et là, on aura du gros travail et des gros dossiers à sortir. Et finalement, quand je regarde cette délégation et quand je vois les projets que je vais avoir à piloter et les millions d'euros qui vont avec ces projets-là, je me dis, on m'a confié quand même des choses très impactantes et quelque part, je suis heureux de pouvoir prendre ces dossiers à bras-le-corps. Est-ce que le fait d'être républicain comme le président de la métropole, ça va être un plus pour les Apelous? Ça va amener
plus de passerelles, alors, plus d'écoute? C'est pas tant l'aspect républicain, mais effectivement que quand on travaille en réseau, quand on travaille en connexion, alors je pense aussi au département de la Loire, je pense aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben oui, c'est plus facile pour capter des financements, c'est plus facile pour essayer de faire avancer des procédures. Vous savez, dans le milieu administratif, ce qui est le plus pénible pour un jeune maire, c'est de toutes ces contraintes de normes administratives, ce qui rajoute des délais infinis sur le montage des projets. Et donc, de pouvoir faire avancer un peu les choses plus vite quand on connaît un peu les représentants des différentes collectivités, ben oui, alors je pense pas que ça soit attrait aux républicains, mais plus à ce travail en connexion, en réseau avec des collectivités avec lesquelles on s'entend bien. Pour rester dans la politique, alors on est en train de parler également de report, mais normalement au mois de mars, il y aura les départementales et les régionales. Oui. Est-ce que là, le maire de Firminy, il est déjà dans la projection en se disant j'aimerais bien être au conseil départemental ou j'aimerais bien être à la région? Ou alors c'est des choses qui sont, vous occupez pas pour l'instant? Vous savez, quand on fait de la politique, alors c'est vrai que je dois quand même préciser que dans mon équipe à Firminy, je suis quasiment le seul. La plupart des élus qui m'entourent, ils sont venus pour une raison d'intérêt local, parce qu'ils ont des compétences sur une problématique, ils ont envie de s'investir dans leur commune, et on se côtoie depuis de nombreuses années, mais j'ai quasi aucun encarté avec moi. Et c'est vrai qu'en plus, ça me donne une certaine liberté d'action, puisque alors sur l'éventail, même si ces gens-là ne sont pas encartés, je perçois chez eux une aspérité politique, comme on en a toute une. Et donc, je vois bien que sur l'échiquier, je pense qu'on doit balayer à peu près tout le champ républicain, de la gauche à la droite. On a des gens vraiment de tous bords. Donc ça m'amène vraiment une grosse liberté d'action ici sur le plan local. Après, sur ce genre d'élection, c'est vrai que sur l'aspect, là, si on parle des cantonales ou des régionales, on rentre dans une élection plus politicienne. C'est-à-dire que là, il y a les partis qui s'expriment, la gauche, la droite, le centre. Avec deux enjeux bien différents. Voilà, c'est quand même bien différent. Les départementales, c'est un binôme, et les régionales, c'est une liste. C'est une liste, oui, effectivement. Donc, effectivement, quand on se considère comme un homme politique, et pour moi, c'est pas un gros mot, parce que je considère que pour faire ce que je fais, il faut quand même quelques expertises et quelques expériences. Et le fait d'avoir été depuis 20 ans dans la sphère politique, ça m'amène quand même un certain confort de ce point de vue-là. Et je sais de quoi je parle, et je sais quelles sont les responsabilités des différentes collectivités qui nous entourent. Et ça, c'est quand même assez précieux de ne pas être dans la découverte de tout ça. Et donc, oui, forcément, j'y réfléchis. Mais j'ai réfléchi d'une manière un peu lointaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des urgences à traiter, et c'est ça qui occupe tout mon temps. Mais je sais que potentiellement, je pourrais me porter candidat. Les départementales, ça pourrait être possible alors? Ça pourrait être possible. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une liste qui s'est retenue, qui s'est retirée, pardon, et que vous avez continué à consulter. Il n'y a pas un moyen d'échanger là, en soutenant un candidat qui va peut-être se présenter? Ça peut être une option. Je vois que vous êtes bien informé. Effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être... J'ai quelques sources. Malgré... Oui, ça peut être quelque chose qui est sur la table. Effectivement, Monsieur Bourbon est quelqu'un de précieux, quelqu'un de talent. Donc peut-être que voilà, ça pourrait être une option aussi. Et quand on a été aussi attaché parlementaire de Dino Cinieri, qui a directement accès à l'oreille de Laurent Wauquiez, là aussi, il y a des choses qui peuvent se passer? Oui, mais après, sur les élections régionales, c'est d'autres enjeux. Là, je suis quelqu'un de très humble, hein. Donc, à moins que quelqu'un vienne me chercher pour me dire, tiens, ça nous intéresserait. Moi, je trouve qu'on a une équipe. Alors, si on prend à l'échelle départementale, puisqu'au niveau des élections régionales, les équipes sont départementalisées. Je trouve qu'à l'échelle départementale, quand je vois les élus qui siègent au niveau de la région, dans le département de la Loire, on a une équipe de grands talents. Je pense qu'elle mériterait d'approfondir ce mandat par un deuxième derrière, ce qui leur permettrait de finaliser les projets qu'ils ont mis en cours. Donc moi, j'aurais pas la prétention de dire. Par contre, sur le canton de Firminy, ça peut être une option. Moi, je suis pas là à dire j'y réfléchis. Moi, mais effectivement, ça pourrait être une option. Aussi parce que, je dirais, il y a une problématique locale. C'est-à-dire que ce canton, il ne faut pas oublier que depuis 2000, l'année 2000, vraiment l'année 2000, il est tenu par M. Petit, et que donc, depuis 20 ans, il est dans l'opposition. Et donc, on a un canton qui, à mon avis, fort de ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce travail en connexion entre les collectivités,
a été un peu laissé de côté. Parce que M. Petit, en plus, il n'est pas juste dans une opposition, je veux dire, traditionnelle des deux blocs républicains. Il est dans une opposition extrême, d'extrême gauche. En plus, vu ses condamnations en justice, il a été complètement isolé. Donc, en gros, il est nuisible aux habitants de ce canton. Parce que dans ce canton de Firminy, il n'a pas l'oreille du président, il n'a pas l'oreille d'un groupe politique qui le représente, puisqu'il est tout seul. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est tout seul, ils sont 42 conseillers départementaux, et lui, il est là tout seul. Même son binôme, Madame Deza-Ferriol, ne veut plus siéger avec lui à ses côtés. Donc, il est complètement isolé. Donc, il nuit à notre canton. Et s'il nuit à notre canton, il nuit à Firminy, puisqu'il n'arrive pas à capter les financements, il n'arrive pas à capter l'attention du département. Et je vois bien qu'il y a des départements, des cantons, pardon, où on sent une forme de dynamisme, où il y a des projets qui sortent, des projets d'infrastructures importants. Regardez, ça fait 30 ans qu'on attend la déviation du boulevard Fayolle, qui est quand même le projet majeur qui est piloté encore par le département, puisqu'on a eu la remontée des voiries départementales à Saint-Étienne Métropole, mais le département a conservé certaines voies, dont celle-ci. Donc ça veut dire qu'on n'a pas changé d'interlocuteur, c'est toujours le département qui pilote ce projet. Et je me dis, c'est pas... Alors on a eu les problématiques avec le Chambon-Feugerolles aussi sur ce dossier-là, mais je me dis que si on n'arrive pas à faire sortir ce dossier, c'est aussi parce que, voilà, M. Petit, il peut pas avoir comme ça l'aval ou le dynamisme du département, alors qu'il a un opposant notoire à tout ce qui se fait, qu'il vote toujours contre le budget. Enfin, voilà, donc il est temps de changer ça. Il est temps, pas tant sur l'aspect politique, mais il est temps de remettre ce canton dans un rail, et j'espère au niveau de la majorité, pour qu'enfin on puisse sortir des projets, sortir des financements, sortir un vrai dynamisme et arrêter d'être le canton oublié du fin fond de la vallée de l'Ondaine. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça. Donc c'est ça, et c'est ça que je voudrais que nos concitoyens comprennent. Que la politique, c'est surtout faire avancer des problématiques locales pour faire sortir des urgences, pour émettre des priorités. Et qu'aujourd'hui, M. Petit n'est plus en capacité d'obtenir tout ça. Je vois même qu'il en est rendu à essayer de valoriser ce que fait le département, en faisant croire que c'est grâce à lui. Mais voilà, les gens sont quand même pas si idiots que ça. Ils savent bien que ce qui se fait aujourd'hui au niveau du département, c'est la majorité départementale qui le fabrique. Et c'est pas l'opposant notoire. C'est comme si, je sais pas moi, Marine Le Pen, elle se prévalait d'une décision prise par Emmanuel Macron. Enfin voilà, ça serait complètement... voilà, ben là, c'est exactement ce que fait M. Petit. Il fait croire qu'il arrive à avoir des subventions, qu'il arrive à... Mais en fait, tout ça, il en est complètement étranger. C'est juste, voilà, il récupère les choses, mais bon. On avait encore beaucoup de questions, mais malheureusement, vous avez un emploi du temps qui est chargé. Oui, malheureusement, oui. Je voulais juste vous poser une dernière question vraiment de santé. Vous avez l'air de bien aller, mais j'ai vu que Dino Cinieri avait été testé positif. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles? Oui, je l'ai eu au téléphone ce matin. Effectivement, il a été donc testé positif. Il l'a annoncé lui-même. Ouais, voilà, une petite toux, un petit coup de... Voilà, mais il va très très bien. Vous le connaissez, c'est un homme dynamique, un homme qui aime l'action. Et donc, il est chez lui, il ronge son frein. Et tout ce qu'il espère, c'est pouvoir se remettre très vite au travail. Il se sent très bien, mais étant donné qu'il est testé positif, eh bien, il doit observer une période de mise à l'écart. Et bon, je pense que ouais, son téléphone portable doit chauffer parce qu'il doit travailler à distance. Et donc voilà, le connaissant très très bien, je pense que voilà, il est plutôt dans une phase à ronger son frein et à être dans les starting blocks pour pouvoir ressortir de chez lui le plus rapidement possible et puis retourner à Paris, à Lyon, pour faire son travail comme il l'a toujours fait ces dernières années. On espère l'avoir peut-être un jour au micro de Droits Citoyens. Ben, je l'espère aussi, je vois pas pourquoi. On vous remercie de nous avoir accueillis dans cette mairie. C'est bien normal. Je pense que d'ici 6 ans, pendant 6 ans, on reviendra sûrement parce qu'on a plein de questions à vous poser encore. Mais vous êtes le bienvenu ici. Hein. Et puis merci beaucoup Julien Lua. J'ai envie de vous dire moi bon courage. Merci beaucoup. Et je vous avoue que j'aimerais pas être à votre place parce que ce Covid et tout ce qui arrive sur nos têtes, ça ne doit pas être facile à gérer. C'est pas facile à gérer, mais vous savez, moi, je me sens à ma place. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qui nous tombe dessus, et souvent, des fois même, parmi mes amis les plus proches, mes amis intimes, ça les fait presque rire. Ils me disent, mais tu te rends compte, tu arrives voilà, au pire des moments, quelque part. Tu arrives au plein milieu de l'été, donc très difficile pour faire repartir une mairie quand vous avez une bonne partie du personnel qui est en vacances. Le Covid, enfin voilà, les clusters dans les écoles, on a eu un cluster dans une école importante. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais moi,
quelque part, si je fais tout ça, c'est pour me retrouver dans des situations pareilles. Alors bien sûr que je préférais que ça soit pas une crise sanitaire mondiale, mais on aime, si on fait ça, c'est parce qu'on aime prendre des décisions, qu'on aime, voilà, qu'on aime orienter les choses dans un sens ou dans un autre, qu'on veut être un peu un leader d'opinion. Et quelque part, eh ben, on est obligé de se mettre en avant, de prendre des décisions parfois difficiles. Et de les assumer derrière, c'est pas toujours facile. Hein. Quand on a eu un cluster dans une école, il y avait une partie des parents d'élèves qui vraiment voulaient qu'on ferme cette école, une autre partie qui disait la continuité scolaire c'est très important, surtout ne fermez pas l'école. Donc nous, vous êtes au milieu, vous avez des décisions à prendre et ça c'est trépidant et quelque part je suis assez heureux de me retrouver dans cette position-là, même si effectivement, comme vous le dites, c'est pas toujours facile. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir prêté attention, de nous avoir répondu. Nous, on revient sur Droits Citoyens la semaine prochaine et on sera juste en face, on va à Unieux. Eh bien écoutez, je pense que vous serez très bien reçu par M. Favergeon. Merci beaucoup. Merci M. Charles.